Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés chaque jour sur Bismart for Change à 17h. Si vous nous suivez en direct à la télévision, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette émission, les marchés qui attaquent une nouvelle semaine après quelques jours encore compliqués. Vous l'aurez peut-être suivi, la semaine passée était une semaine de retour de stress sur les marchés actions notamment, avec une volatilité qui a franchi à nouveau le seuil des 20, si on regarde le VIX américain qui mesure la volatilité du marché US. En attendant, le début de semaine est plutôt positif, avec l'idée quand même d'une stabilisation. On préserve les grands équilibres sur les marchés actions, sur les marchés obligataires, sur les marchés de matières premières également, qui ont beaucoup souffert ces derniers temps. Et on se prépare à attaquer une nouvelle salve de décisions de politique monétaire, notamment avec la Banque Centrale Européenne qui délivrera ce jeudi une deuxième baisse de taux consécutive. La question étant bien sûr celle du discours et de la suite du réglage de la politique monétaire en zone euro. La Fed, elle, se réunira la semaine prochaine, mais côté américain, les investisseurs, après l'emploi du mois d'août qui a été publié vendredi dernier, les investisseurs seront très attentifs au dernier chiffre d'inflation aux États-Unis qui sera publié ce mercredi pour le mois d'août également. Et du côté des entreprises, l'événement du jour, ce sera évidemment la keynote d'Apple et ce sera également un test important pour l'appétit du consommateur final pour les nouveaux usages de l'intelligence artificielle, puisque l'iPhone 16, vous le savez sans doute, va intégrer de nouvelles dimensions liées à l'intelligence artificielle générative. L'Apple Intelligence sera embarqué dans cet iPhone 16 et donc on verra comment les consommateurs, sur le plan de la commercialisation, bien sûr, réagiront à ces nouveaux équipements dotés d'intelligence artificielle désormais. On a vu quand même que la thématique pédalait un petit peu ces derniers temps. Les réactions de marché aux publications de Nvidia, par exemple, ont été un peu moins spectaculaires que les trimestres précédents. Et puis l'actualité marquée évidemment toujours par la dimension politique. Michel Barnier face au marché, Mario Draghi qui livre son plan pour l'Europe. C'était l'événement du jour d'ailleurs, un rapport sur la compétitivité européenne et le décrochage de la compétitivité européenne par rapport à la Chine et les États-Unis. Ce rapport de Mario Draghi, qui était attendu de longue date, a été dévoilé aujourd'hui. Vous en aurez quelques détails dans un instant avec Pauline Gratel. Et puis Michel Barnier et les marchés, nous en parlerons spécifiquement avec Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les tendances du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. L'ensemble des marchés actions en Europe notamment est dans le vert pour débuter cette semaine. Oui, le CAC 40 sort un peu la tête de l'eau en ce début de semaine après avoir perdu 3,6% en tout la semaine dernière, avec un rebond aujourd'hui jusqu'à 1%. Même son de cloche du côté américain avec une ouverture positive à Wall Street après une baisse encore marquée vendredi dernier. Sur le marché obligataire, les taux se stabilise entre 3,70 et 3,75% pour le 10 ans américain et autour de 2,20% pour le 10 ans allemand. Le 10 ans français, lui, tourne autour de 2,90%. Et puis c'était l'événement politique du jour, on va le dire comme ça, en Europe, 400 pages, 170 mesures. Mario Draghi a donc fini par rendre aujourd'hui son rapport sur la compétitivité économique de l'Union européenne. Oui, l'ancien Premier ministre italien et ancien président de la BCE estime à 800 milliards d'euros le montant des investissements supplémentaires nécessaires en Europe pour éviter une poursuite du décrochage par rapport aux États-Unis ou à la Chine. Sans surprise, Mario Draghi estime que ces efforts devront être réalisés en intégrant un financement commun européen beaucoup plus important. Du côté de l'agenda macro, assez peu de statistiques majeures étaient au rendez-vous aujourd'hui. Oui, mais les investisseurs ont tout de même pris connaissance de la deuxième estimation du PIB japonais pour le deuxième trimestre qui ressort à 0,7% sur la période après une première estimation légèrement supérieure à 0,8%. L'inflation chinoise pour le mois d'août était également au programme. Sur un an en août, les prix ne progressent que de 0,6% en Chine. Du côté des prix à la production, c'est un nouveau recul sur un an en août de 1,8% après un repli de 0,8% le mois précédent.
Bon, de la Chine au secteur du luxe en Europe, il n'y a qu'un pas et c'est un secteur qui reste lourdement pénalisé, notamment par le ralentissement ou l'atonie de la demande en Chine. Oui, la plus forte baisse du jour, c'est celle de Kering, dernier du CAC 40 et qui perdait plus de 4% au cours de la séance. 2 brokers ont abaissé leurs recommandations sur le titre. Depuis début janvier, le titre Kering est en recul de 40% et se trouve désormais au plus bas depuis 7 ans. Hermès, qui a perdu 12% la semaine dernière, est à l'équilibre aujourd'hui. Barclays est plus optimiste que sur Kering. Et puis on surveille également le cours de bourse d'Apple avec une action Apple qui a ouvert tout à l'heure sans tendance au démarrage du marché US. L'entreprise présentera ses nouveaux iPhone 16 ce soir à l'occasion de la traditionnelle keynote de septembre. Une nouvelle gamme d'iPhone équipée de l'intelligence artificielle générative. Selon le Financial Times, la nouvelle puce a été développée en utilisant la toute dernière conception de la puce V9 de ARM Holdings, dont le titre ouvre en hausse de plus de 4%. Et puis l'agenda macro, notamment de demain, sera encore relativement léger. Oui, demain, les investisseurs prendront connaissance de la deuxième estimation de l'inflation en Allemagne pour le mois d'août. Côté micro, ils arbitreront les résultats du premier trimestre fiscal 2025 d'Oracle qui seront publiés ce soir après la clôture américaine. Pauline Gratel avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse. Tendance, mon ami, pour tout savoir des mouvements de marché du jour. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauphas est avec nous ce soir, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Jeanne Asraf-Biton d'être avec nous également. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la recherche et de la stratégie de BFT-IM. Et à nos côtés également, Véronique Riche-Flores, que je salue. Bonsoir Véronique. Bonsoir Vous Grégoire. êtes économiste indépendante, présidente de RF Research et membre fondatrice de Caleis 360. C'est ça, Véronique? Un mot de l'initiative que vous portez avec Laurent Albi de Next Momentum, que je connais bien, et puis un troisième partenaire également, alors que je ne connais pas encore. Mais que vous connaîtrez probablement, Jérôme Boumangel, qui est une entité, Trendfi, et qui est plutôt analyste financier. Donc on a qualifié ça plutôt d'analyse fondamentale, donc qui analyse les perspectives de résultats, les momentum de profit, etc. Oui, Caleis 360, ça y est, a vu le jour. Communiqué de presse la semaine dernière, premier numéro. C'est quoi? Oui. C'est d'abord un point de rencontre, un point de rencontre entre trois experts. C'est bien de faire de la macroéconomie, c'est encore mieux d'essayer de faire de la stratégie. Mais voilà, moi j'ai beau faire et avoir des idées assez convaincues en général sur ce que doivent faire les taux d'intérêt. Je vais quand même regarder un petit peu la moyenne mobile de 100, etc. Par exemple. Voilà, ou avoir un sentiment sur les bourses. Mais si j'ai pas ce que font les perspectives de résultats, etc., des différents secteurs, finalement, on tourne un peu en rond, on est limité. Et là, on a réussi quelque chose qui est assez unique en France. C'est justement la mise en commun de ces expertises. Moi, il y avait longtemps que j'avais envie de ça. Et alors, dans les grandes boîtes, à l'époque, c'était quand même un peu compliqué. Et là, finalement, avec cette rencontre de Laurent Albi et Jérôme Boumangel, par ailleurs, on s'est mis d'accord, on s'entend bien, on se comprend. On a tous envie, effectivement, de partager nos analyses, de donner un produit synthétique, de fait. Rien à voir avec ce que je fais par ailleurs chez Riche-Flores, où on détaille toute l'économie, bref. Non, c'est synthétique avec le but de quoi? De servir la réflexion sur un sujet qu'on a discuté, bien sûr, beaucoup en amont, sur lequel on tombe d'accord, et d'essayer de donner du levier d'un point de vue de recommandation d'investissement. Donc le dernier numéro, c'était la rentrée s'annonce quand même assez perturbée, assez compliquée pour les investisseurs. Qu'est-ce qu'on pourrait leur indiquer comme choix de secteur? Et donc partie macro, on regarde ce que font les différents secteurs à ce stade de la repensification. C'est très concret à l'arrivée. Très concret. Le but, c'est de servir des investisseurs professionnels. Avec 3 secteurs à la clé et la démonstration de pourquoi on les aime bien. Donc voilà. Moi, je crois beaucoup à l'alliance de ces différentes dimensions d'analyse. C'est ce que j'essaie un peu de créer. Alors, en fonction du casting, c'est plus ou moins évident, mais je crois beaucoup, effectivement, que c'est très intéressant de mélanger différents niveaux d'analyse, différentes dimensions d'analyse, macro, indispensable, technique également. Et c'est pas évident, je suis d'accord avec vous, que tout
ces mondes se côtoient, se fréquentent et discutent forcément ensemble. Apprennent à se parler, se mettre d'accord et soient sûrs de parler du même timing. C'est moi à moyen terme. Mais le moyen terme pour toi, c'est quoi? C'est 3 semaines. Ça veut dire qu'à 3, si vous n'êtes pas d'accord, la recommandation, elle n'existe pas. Exactement. Donc tout le travail en amont, c'est précisément d'étudier les points sur lesquels nos réflexions convergent. Et puis après, on apporte chacun notre contribution avec voilà. Donc on s'abonne, c'est ça? Oui, on s'abonne. C'est une publication mensuelle, c'est ça? C'est mensuel. Alors voilà, on aura sans doute du mal à ne pas intervenir entre 2 mois parce qu'on est chacun voilà. Mais pour l'instant, c'est mensuel précisément pour donner de la solidité quand même à nos raisonnements et nos recommandations. Caléis 360, félicitations pour cette initiative à vous 3. Venons-en à l'actualité des marchés du moment. Je commence avec vous, Léa, chef économiste de TAC Economics. C'est le sujet du moment, normalisation ou récession. Que disent notamment les modèles que vous construisez, que vous entraînez chez TAC Economics pour essayer de toujours mieux comprendre les logiques macroéconomiques? Normalisation ou récession, on parle notamment des États-Unis. Le marché joue-t-il à se faire peur ou est-ce que le marché a raison peut-être d'être de plus en plus sensible à la question de la croissance et de la croissance américaine notamment? Alors, je vais répondre les deux. Est-ce que le marché joue à se faire peur? Oui. Est-ce que le marché commence enfin à avoir une vision claire où l'économie ralentit? Également. C'est un peu les deux. Je prends la double casquette du coup, économiste et quant cette fois-ci sur la data science. Donc ce qu'on fait, on ne fait pas de modélisation où je pense que ça va aller là. On reprend l'histoire américaine depuis les années 50. On regarde tous les épisodes historiques et on regarde suivant tel ou tel indicateur à tel type, et encore une fois, c'est prédéfini par le modèle, c'est pas moi qui le fais, ça nous dit, là, il y a X% de chances qu'on soit dans tel ou tel stade. Okay. Ce que ça indique aujourd'hui, faisons l'horizon 3 mois pour être d'accord sur notre Très horizon. Bien. À horizon 3 mois, il n'y a pour l'instant aucun risque de récession dans l'économie américaine. Récession étant des trimestres consécutifs de croissance négative. Pourquoi ? Parce que pour qu'on arrive dans cet épisode-là, il faut vraiment qu'on ait des destructions d'emplois plus fortes. Les modèles indiquent que sous des NFP en moyenne, avec des destructions de l'ordre de 17 000, là, on aura une récession. Tant qu'on est dans un range autour de 0, c'est pas un sujet. Encore une fois, dans l'horizon 3 mois. Qu'est-ce qui est aussi important sur les sujets, les indicateurs que regardent aujourd'hui les investisseurs, et c'est pour ça que je pense que le marché joue à se faire peur, tout le monde a regardé l'ISM, et l'ISM Manuf notamment, en disant attention, même chose qu'au mois d'août, on reprend les mêmes, à peu près aux mêmes dates, entre la BOJ, l'ISM et les NFP, et on fait le check-up et on recommence. Ce que dit le modèle, même chose, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas regarder l'ISM. L'ISM, ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas cet indicateur-là qui est important. Cet indicateur-là serait important à regarder pour savoir si l'économie américaine peut se reprendre. Aujourd'hui, l'ISM, ça fait sur les 23 derniers mois, 22 mois, 22 négatif, sur 23. Voilà. D'accord, ok. Donc sous les 50. Voilà, c'est pas le sujet. C'est pas le niveau qui compte, mais ce sera plutôt l'évolution, exactement. La dynamique. D'accord. Quand on sera sur un niveau d'ISM Manuf au-delà de 52, on pourra réfléchir à une économie qui se reprend fortement. Donc là, on le met de côté. Donc aujourd'hui, ce qu'on a, c'est une économie qui est en ralentissement, que ce soit du hard ou du lending, du hard ou du soft, on emploie bien le mot de lending, et c'est ce qu'on a, une économie qui ralentit. Les indicateurs normaux qu'on regarde habituellement, notamment sur le marché du travail, la courbe de Beveridge, les indicateurs d'emploi, à ce stade-là dans l'économie, c'est normal qu'ils soient en train de se dégrader, c'est normal qu'on ait cette décélération. Alors après, on peut jouer. Ce qui fait peur aux investisseurs aujourd'hui, c'est de dire que ces signaux sur le marché du travail sont le précurseur d'une dégradation de la conso qui elle-même est précurseur d'une dégradation de la croissance. Nous, ce qu'on voit dans les modèles et ce qu'on voit même quand on regarde dans l'analyse dans les données cycliques, c'est la conso décélère, le revenu décélère, le marché de l'emploi décélère. Aujourd'hui, soft choc externe qui arrive sur l'économie. On ne peut pas en tirer la conclusion que la récession arrive. Non, donc on en tire la conclusion que l'économie américaine est dans un bas cycle qui ralentit. D'accord. C'est la seule conclusion qu'on peut avoir. Pour aller sur des scénarios beaucoup plus sévères, il faudrait qu'on ait des chocs beaucoup plus forts, extrêmes, qui arrivent sur le marché. Alors, on en a plein, on peut en lister plein. Ah oui, la liste des risques, oui, non. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel de la conso, la décélération du marché du travail, elle est normale du cycle. Et donc 25 points de base pour commencer, côté réserve fédérale américaine. 25 points de base. Aujourd'hui, on est dans une situation où on voit bien, la Fed met de côté le risque inflationniste, met en avant la situation sur le marché du travail. On sait bien que la politique américaine est surrestrictive, donc on considère qu'il y a 150 BP en trop aujourd'hui. Ouais. Est-ce que le premier message dans ce cycle de desserrement, c'est de dire on fait 50 BP ? Non, c'est-à-dire on fait 25 BP, on ouvre ensuite, ce qui va être intéressant, c'est plutôt le message. Est-ce que, il y a quelques trimestres, on avait un peu peur
plus peur des élections américaines. Donc on disait c'est 25 BP par trimestre. Là, c'est peut-être 25 BP en septembre, en novembre, en décembre. Peut-être. Ouais. Mais en tout cas, ça serait donner une mauvaise image et ça serait faire comprendre au marché que le risque est plus fort que ce qu'on voit aujourd'hui sur l'économie américaine que de commencer par 50 BP. Donc 25 BP et après, suivant l'ajustement de l'économie, pourquoi pas? Il y a des marges, il y a 525 BP. S'il faut accélérer à un moment, pas de doute que la Fed trouvera les marges de manœuvre pour le faire. Exactement. Mais aujourd'hui, c'était le sens du discours de Jérôme Powell à Jackson Hole. C'était ça. Et on sera prêt s'il faut, quoi. On sera prêt s'il faut, mais aujourd'hui, quand on a une inflation à ce niveau-là et une croissance qui ralentit, il n'y a pas de justification à faire du 50 BP tout de suite. Jeanne, qu'est-ce que vous comprenez effectivement de la situation macro-américaine, de la décision à venir de la Réserve fédérale américaine, de comment elle pourrait être prise aussi par le marché? À quoi s'est préparé le marché aujourd'hui quand il s'agit des États-Unis? J'ai l'impression qu'il se prépare au pire, mais je rejoins ce que vraiment nos analyses rejoignent, mais alors exactement ce que vient de dépeindre Léa, que ce soit les analyses quant qu'on peut faire ou les autres, on est sur un schéma aujourd'hui de ralentissement sur les 3 prochains mois. Je vais garder la même précaution oratoire, avec des éléments qui me paraissent très intéressants pour dire pourquoi la dégradation immédiate nous semble peu probable. Et la principale raison, c'est que les entreprises ont peu de raisons à ce stade de vouloir diminuer leurs effectifs. Et quand vous regardez, il y a certaines métriques assez simples. Vous regardez la charge de personnel rapportée aux ventes. Aux États-Unis, on l'a depuis peu d'ailleurs, mais sur le 2e trimestre, on est sur des niveaux extrêmement bas historiquement. Mais coûts salariaux par rapport aux ventes réalisées. Oui. D'accord. Complètement. Oui. Non, mais schéma très simple, qui est un élément important qui donne un signal. Alors après, la question, c'est les marges vont-elles tenir? Il n'y a pas d'urgence à dégraisser, quoi. Non. Elles n'ont aucune urgence à dégraisser aujourd'hui. Alors l'autre question, c'est est-ce qu'il va y avoir urgence dans les 3 mois qui viennent? Possible. Sauf que aux États-Unis, en l'occurrence, il y a bien une décélération des salaires. Nous, c'était la thèse qu'on a défendue longtemps, c'est que la décélération était plus facile aux États-Unis qu'en Europe. Il y a non seulement décélération des salaires, mais il y a gain de productivité aux États-Unis. Ce qui veut dire que les entreprises, certes, ne passe plus d'augmentation de prix, ou pas plus que ce que ferait un 2%, mais que du coup, la pression sur les marges pourrait rester limitée, en tout cas pour les 3 mois à venir. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se dégrader après, mais en tout cas, c'est peut-être l'élément qui nous indique. Et je rejoins Léa sur le point que l'ISM, moi je ne cesse de le répéter depuis le Covid, a perdu sa signification. Mais pour le coup, on a essayé de regarder pourquoi. Et c'est intéressant de regarder, dans les enquêtes ISM sont toujours le solde, on pose déjà aux gens des questions et on leur dit, est-ce que c'est meilleur, pareil ou pire? Depuis le Covid, la réponse qui dit c'est pareil, elle est montée à 2 écarts types et elle n'en bouge plus. Elle n'est plus du tout là où elle était normalement. Et la réponse qui dit ça va mieux, elle est scotchée en bas. D'accord. Donc, le caractère exceptionnel du Covid a faussé la lecture que les entreprises en ont. En gros, que ça aille mieux ou pas, elles disent oui, enfin c'est pareil. C'est tellement dégradé que ça a l'air pareil. Ça a presque gelé la perception des directeurs d'achat ou des chefs d'entreprise. Exactement. C'est très intéressant. Ah oui. Parce que du coup, ça explique ce qui nous a étonnés au début en se disant mais c'est pas possible, il y a des incohérences très importantes. Et que les ISM, en particulier manufacturiers, ont perdu énormément de pertinence. Et les PMI, c'est pareil, j'imagine. Enfin, toutes ces enquêtes conjoncturelles manufacturières ont perdu un niveau. La corrélation qu'on avait entre la réalité économique et ces enquêtes est très distendue aujourd'hui. Le niveau de croissance. Pas forcément avec la tendance. J'entends. Et c'est intéressant parce que les ISM ne varient pas beaucoup. Donc on voit bien qu'on est aussi sur... Mais en tout cas, c'est un point effectivement très important. Nous, on ne le regarde plus depuis assez longtemps. On a des indicateurs quant qui nous disent la même chose. Il n'y a pas de récession juste devant nous. Et donc, les marchés, quand ils nous disent entre 4 et 5 baisses de taux d'ici la fin de l'année pour la Fed, 230 points de baisse de taux en un an de la Fed... Plus de 200 maintenant. Plus de 200 en un an, en 12 mois. Oui, on est à 225 ou 230 en 12 mois. De notre point de vue, les marchés sont très pessimistes. Alors, il faudra... C'est ou trop ou pas assez? C'est toujours ce qu'on me dit, moi. C'est ou trop parce qu'il n'y a pas de récession, et c'est pas assez s'il y a vraiment un choc qui arrive au-delà des 3 prochains mois, où j'ai compris que... Mais il faudra, pour nous, aujourd'hui, vu ce qu'on pense, c'est évidemment trop.
Mais il faudra en plus intégrer les élections américaines. Ouais. Et selon qu'on part sur un scénario Harris et gouvernement divisé ou un scénario Trump et même gouvernement divisé, alors la Fed pourrait être encore plus gênée aux entournures et donc non seulement ne pas pouvoir faire ni 230, ni 200, ni même 150. Donc voilà, ce sera... Véronique, vous venez parfaire, si je puis dire, ce consensus, puisque vous aussi... Grégoire, il ne faut plus faire du plateau monogenré, parce qu'on cherche les sujets de désaccord. Quoi. Ah tiens, est-ce que c'est lié au genre, vous pensez, Véronique? Je ne sais pas, moi. Non, mais par contre, je vous connais depuis longtemps. Et c'est vrai que je le dis très honnêtement parce que vous êtes un de mes baromètres. Et quand je vois quelqu'un comme vous, économiste, macroéconomiste, chevronné, que j'ai toujours connu très attentif aux risques, avec un discours quand même toujours très prudent sur la soutenabilité de nos économies, de nos modèles. Vous m'arrêtez si je dis... service. Bon, vous le dites mieux que moi, Véronique. Quand je vois que vous écrivez encore la semaine dernière que non, on ne peut pas appeler aujourd'hui à une récession dans les 3 prochains mois. Vous ne capitulez pas sur cette idée que le risque de récession aujourd'hui, comme le disait Jeanne ou Léa, est un risque... peut-être nul ou quasi nul, ou en tout cas n'est pas le risque principal. N'est pas le risque principal, avec la conclusion qui est celle de Jeanne. Hein, donc les anticipations de baisse des taux, non, ça ne va pas. Alors, moi je procède un peu différemment. D'abord, on rappelle que les récessions, elles ne viennent pas de nulle part. Hein, c'est pas parce que tout d'un coup il y a un ISM qui baisse. Si l'ISM baisse de manière un peu accentuée et qu'on se pose la question, il faut regarder pourquoi. En général, une récession, c'est la correction d'excès. Donc, excès de création d'emplois, ça vous fait baisser la productivité, ça augmente les coûts salariaux unitaires, les entreprises sont obligées de couper à un moment donné, il n'y en a pas, on est encore largement en dessous de la tendance d'avant la crise en termes de création d'emplois. Deuxièmement, ça fait plus d'1 an qu'on dit les créations d'emplois ne sont pas aussi vigoureuses que ce que nous dit Jérôme Powell toutes les 6 semaines. En fait, c'est un marché de l'emploi qui est très avec d'énormes distorsions, où les emplois sont concentrés dans la santé. Alors, il y a eu aussi un peu d'hôtellerie, restauration, loisirs, machin, rattrapage post-Covid et le secteur public, mais vous avez une grande majorité de secteurs qui ne créent quasiment plus d'emplois depuis le début 2023. Ça veut dire, et là je rebondis sur ce que disait Jeanne, il n'y a pas les entreprises n'ont pas le couteau sous la gorge. Elles se sont ajustées, ça a permis d'ailleurs de maintenir la productivité effectivement, et donc aujourd'hui il n'y a pas d'urgence à baisser les coûts. Voilà. Deuxièmement, il n'y a pas eu de surinvestissement. On a eu des crises. Bien sûr. Surinvestissement, difficulté à rentabiliser l'investissement. Là, il n'y a pas. Ou surendettement. Du côté des entreprises, le taux d'endettement est quand même costaud. La charge d'intérêt, elle est quand même élevée. Mais enfin, pour l'instant, avec la valorisation des actifs, ça passe. C'est peut-être là qu'il faudra être vigilant quand même. Mais si vous voulez, et il n'y a pas de surstockage. Et du côté des ménages non plus. On a un taux d'endettement qui s'est abaissé. Donc, voir les déliquescences sur les cartes de crédit, tout le monde regarde ce genre d'indicateur. Vous dites quand on regarde la mesure du patrimoine des ménages aujourd'hui. Voilà, au niveau macroéconomique, il n'y a pas... macro, agrégé. Après, effectivement, il y a des situations... Il y a des couches de population, effectivement, qui souffrent. Exactement, tout à fait. Donc, alors, qu'est-ce qui reste maintenant? La dégradation du marché immobilier, qui est un vrai sujet. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu de récession immobilière qui n'ait pas été suivie d'une récession plus générale. Donc là, on est prudent. Pour autant, le cycle immobilier actuel n'a rien à voir avec les précédents. C'est pas l'Américain moyen qui a acheté son logement, on est bien d'accord. Donc c'est l'Américain relativement qui a bien traversé la crise de 2008, qui est en général multipropriétaire, qui a investi dans l'immobilier pour le louer. Celui-ci, ça commence à être franchement moins rentable. Et puis il a quand même financé essentiellement en cash son acquisition, donc il n'était pas très sensible au taux, mais là il commence à rechigner. Et il n'y a pas de relais de l'Américain moyen. Donc ça peut détériorer, mais est-ce qu'on n'a pas du tout des conditions comparables à 2008, mais même pas des conditions comparables aux fins de cycle classiques. Donc moi j'ai beaucoup de mal à trouver effectivement la logique cyclique d'une récession. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas arriver, mais j'ai tendance à dire du coup, bon, on peut peut-être sous-estimer la partie immobilière, des effets richesse quand même un petit peu, mais c'est surtout, l'élection, l'incertitude à l'égard des élections et les anticipations de marché à l'égard de Trump et de ce que ça pouvait signifier pour les marchés, et puis le risque financier.
C'est là que sont les risques. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils sont plus importants qu'il y a 6 mois? Non. Il y a la question de la nouvelle technologie qui quand même n'est pas très facile et on voit bien que les risques se concentrent. En même temps, il y a des baisses de taux à venir. Alors moi, par contre, je conserve malgré tout ce que j'ai dit 50 BP plutôt de la Fed parce que je pense que, d'abord, il y a des élections, comme l'a dit Jeanne. Sera peut-être un peu compliqué en fonction du résultat des élections. Faisons ce qu'on peut dès maintenant. On a un degré de resserrement monétaire qui est quand même significatif. On peut faire 50 assorti d'un discours beaucoup plus prudent sur la suite. Voilà, c'est un peu comme ça que je verrai les choses, parce que les marges de manœuvre après le mois de novembre, on ne sait pas trop ce qu'elles sont, et que quand même les conditions sont restrictives, qu'il y a un peu de stress, y compris sur les marchés, et donc voilà, mais je suis sensible à ce que j'ai écouté aussi, qui pourrait me faire douter. C'est pas évident, la communication autour du 50 points de base, elle n'est pas évidente. C'est-à-dire faire comprendre aux marchés qu'on le fait parce que on veut bien démarrer, mais qu'après ce sera peut-être pas autant, parce que etc. On a l'inflation. Vu que le marché price déjà quand même. Oui. Et les effets de base, ils sont massivement baissiers quand même. Donc. Et puis les élections, peut-être un point sur les élections. Nous, on vient de finir un travail assez large sur des modèles ajustés. Il y a 2 points à mettre en avant. Le premier, c'est qu'on n'est absolument pas aujourd'hui assuré d'une victoire d'Harris. Il y a eu vraiment ce changement-là sur le marché qui a été de dire il y a eu quand même cet effet un peu gain, pas du tout. Quand on regarde les indicateurs de sentiment dans lesquels on traque toute la presse internationale, effectivement, Harris était en tête sur la période convention démocrate. Aujourd'hui, Trump repasse en tête. C'était un indicateur qu'on utilisait beaucoup, qui avait réussi à bien mettre en avant la victoire de Trump face à Clinton à l'époque, qu'on a réappliqué le même. Aujourd'hui, Trump reste encore avec un avance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est tout se joue sur la Pennsylvanie dans laquelle Trump est encore avec En tout cas, on est dans la marge d'erreur. Et en parlant de cette marge d'erreur, si on applique les calculs de marge d'erreur des précédentes élections et qu'on les met aujourd'hui sur les sondages, on peut retrouver avec la surprise qu'on avait eue au moment de Clinton et Trump, dans lequel Trump peut gagner, même si aujourd'hui, il y a un ensemble plus assuré pour Harris. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est quand on fait tourner tous les modèles, on voit que c'est vraiment des modèles très clivants. Même si on applique un Trump, donc on augmente les droits de douane, on baisse l'immigration de 1 million par an et on baisse le revenu, l'impôt sur les entreprises, même en appliquant ce modèle-là, le choc sur l'inflation est tel qu'il emporte le reste. Et en termes de temporalité, en fait, le choc inflationniste emporte le reste. Donc là, il n'y a plus de marge de manœuvre pour la Fed pour en fait, baisser les taux, accompagner le cycle, etc. Voilà. Cette histoire-là, elle s'arrête. Et le plan Harris est un plan qui met en avant quand même l'économie du care, donc le soutien aux classes moyennes. Et donc, les 2 plans sont aussi des plans en faveur d'une inflation un peu plus forte. Pas nécessairement une reprise, sauf si on laisse à imaginer que Trump fait vraiment un plan... Non, mais il y a un soutien à la demande. Voilà. Oui. Donc, en plus, là, aujourd'hui, on raisonne sur notre scénario de récession, sur un scénario dans lequel il ne se passe pas d'élection, où tout va bien, où on continue notre cycle, alors qu'on sait que dans à peine un mois, on peut arriver soit avec un plan fiscal massif de Trump, soit avec un choc assez fort sur l'inflation, soit avec un scénario Harris qui est probablement un statu quo, mais pas nécessairement, parce qu'il semblerait quand même qu'on soit dans tous les cas dans quelque chose de très divisé. Donc voilà, je remets un peu de... J'achète pas les 50 BP, mais j'achète quand même cette prudence de la Fed. On oublie encore un peu ce scénario-là américain. C'est quoi le potentiel de perturbation autour de l'élection américaine et du résultat même de cette élection pour les marchés, pour les investisseurs, pour l'économie, Jeanne? Alors, je rejoins ce que je viens d'entendre. C'est vrai que nous, si on regarde, pour nous, là, c'est vraiment le coude à coude à nouveau, Trump étant légèrement devant. Bon, cela étant dit, ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce que l'un ou l'autre peut faire en cas de gouvernement divisé. Parce que pour nous, c'est vraiment ce qui est important. Le scénario central a l'air d'être, pour l'instant, un gouvernement divisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans les probabilités les plus élevées que les 2 chambres du Congrès détiennent le contrôle, soient détenues par les mêmes que la présidence. Oui. Alors, cela étant dit, si je prenais les 2 cas extrêmes, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Republic Sweep, donc la vague rouge. La vague rouge, voilà. Chez Trump plus tout le Congrès. Ça a une autre connotation, la vague rouge. Hein. Oui, pardon, oui. C'est exact, c'est la vague rouge. Donc, la vague rouge aux États-Unis, a priori, c'est inflationniste, parce que toute hausse de taxes, on est bien d'accord, est inflationniste. Le coût de la baisse des impôts
ça a été dit en pointillé, donc je ne pense pas que ce serait mis en œuvre, parce que dans les deux cas, qu'on ait un sweep d'un côté ou de l'autre, la dégradation des finances publiques telle que nous l'annonce une chambre bipartisane du Congrès est telle qu'aucun des scénarios n'a de marge de manœuvre. Il y a encore des républicains, même ayant voté pour Trump, qui, sur la question du déficit public, seraient capables de dire Monsieur le Président, encore des baisses d'impôts, vous êtes sûr ? Il n'aura pas la majorité. D'accord. Donc là, honnêtement, ils sont à 6 ou 7% de déficit par an. Ah oui. Donc la dette est prévue pour arriver à 122% en 2032 ou 34. Il n'y a aucun moyen. La latitude est faible. Mais ce qui peut jouer de façon drastique, c'est les tarifs côté Trump. Mais là, moi, j'ai tendance à penser que, un peu comme l'épisode qu'on avait eu en 2018-2019, la hausse des tarifs, ça joue comme une hausse de taxes. Donc, c'est inflationniste à très court terme. Ça ne veut pas dire que c'est inflationniste après. Vous avez perte de productivité, vous avez perte de croissance, etc. Donc, l'influence sur les taux, en général, elle n'est pas si évidente. Oui. Elle est en tout cas probablement transitoire. D'accord. Maintenant, côté démocrate, si on a un sweep démocrate, là, on n'est pas dans une situation aussi facile que ce que le marché veut bien l'acheter. Non. Je m'étonne à chaque fois de voir que tout le monde est là, il ne va rien se passer, etc. Et pourtant, le marché a goûté à Trump déjà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le marché a vu que Trump, c'était pas si négatif sur 2016-2020. Au-delà de ça, moi, je ne regarde pas en comparatif. Je regarde s'il y a un sweep démocrate. Je dirais, elle est très claire. C'est une grosse augmentation d'impôts partout. C'est augmentation de réglementation, augmentation de taxes. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi Wall Street serait content. Donc là, du côté des entreprises, c'est pas la joie. Mais le scénario que le marché a l'air de retenir, en dehors d'un tout républicain, c'est un scénario Harris et gouvernement divisé. Et dans ce cas-là, en gros, elle ne peut pas passer grand-chose. C'est pas le grand soir. Il n'y a rien, il n'y a pas de mesure qui passe. Donc du coup, les changements sont extrêmement faibles. C'est pour ça que on suit presque au jour le jour. Je comprends. Les évolutions pour savoir si c'est un sweep Trump all-in ou bien si c'est un Harris divisé. Bon, déjà, débat demain soir. On va déjà voir ce que ça... On verra ce que disent les modèles à la sortie du débat et si un avantage a pu être pris, décisif ou non, j'en sais rien, mais à l'occasion de cette soirée-là. Faut qu'on parle un peu de l'Europe quand même. Et, partons un peu des fonctions de réaction des banques centrales. Qu'est-ce que vous comprenez de la fonction de réaction de la BCE à ce stade, dans l'état dans lequel on trouve l'économie de la zone euro, Véronique, par rapport à la partie américaine ? Eh bien, paradoxalement, effectivement, parce qu'en zone euro, la situation conjoncturelle est quand même assez dramatique et ça fait longtemps que ça dure et ça ne s'améliore pas. Et si on se dit qu'il y a une région dans laquelle il faudrait baisser les taux et à degré de contrainte monétaire, c'est bien là, avec la crise immobilière qui est puisée. Et c'est pourtant là encore qu'on a le plus de mal à envisager des mouvements significatifs de baisse des taux, un assouplissement comparable, par exemple, à celui de la Fed, même si... Chaque baisse de taux est entourée d'une grande prudence. Énorme prudence et qui risque d'être renforcée par les dernières données, les dernières statistiques. Alors, la BCE va baisser ses taux de 25 points de base jeudi. Je pense que ça c'est assez peu sous question. Mais quand on regarde les statistiques, ce sont des statistiques qui risquent effectivement d'être perçues comme plutôt pas mauvaises en termes de perspective d'activité. La BCE aime bien les PMI. Donc elle ne regarde pas le solde de réponse neutre. Voilà. Et ces PMI, malgré tout, ont plutôt bien résisté, notamment dans les services. Et finalement, c'est le grand écart, mais même dans l'industrie, finalement, l'ensemble, ça ne se détériore pas plus. Deuxièmement, la croissance de la masse monétaire frémit un tout petit peu et les crédits aux entreprises refrémissent un tout petit peu. Et on commence à parler de reprise immobilière un petit peu partout. Mais c'est peut-être que les conditions financières ne sont pas aussi dure que ça, restrictive. Un taux de chômage à son plus bas encore et nouveau historique 6,4% en juillet à la baisse et des salaires qui ont du mal à décélérer. Franchement, en tout cas, on n'est pas comme aux États-Unis et ça traîne et clairement. Non, c'est pas le dernier point. Le dernier point, c'est le détail de l'inflation. Sur 12 mois, impeccable. On a regardé le job, on a bien réussi. Au mois, en instantané, c'est quand même nettement moins sympathique avec au mois
mois d'août. Donc l'inflation dans les services, on est sur un rythme annualisé de 5,2% en accélération. Ça va peut-être s'éteindre en septembre. Oui, c'est ce qu'en regardant un peu au travers, si les banques centrales lèvent un peu le guidon pour regarder sur des horizons de 2, 3, 6 mois... mais vous savez, la BCE, elle ne lève pas beaucoup le guidon. Compris. Et donc, il y en a quand même qui sont bien... J'ai compris. Voilà. Oui, on veut voir dans le blanc des yeux. Donc, j'ai quand même l'impression que les 25 points de base pose pas de questions, qu'il risque d'être entouré d'un discours très précautionneux sur la réserve, qui pourrait effectivement quand même peser ou limiter les anticipations de baisse des taux. Parce que là aussi, en zone euro, on a quand même des anticipations qui sont très agressives par rapport à... Oui. Donc, si on a moi, des je suis un peu anticipations agressives dubitative. sur la Fed, je comprends qu'on en est sur la zone euro, voire ailleurs. Alors, le fait, ce qu'on vient de dire sur la Fed, les anticipations de baisse des taux de la Fed peut aider la BCE. La réappréciation de l'euro peut aider aussi à mettre un peu d'eau dans le... Mais je pense qu'il y a beaucoup de membres de la BCE qui vont retenir Christine Lagarde et que le discours pourrait quand même décevoir. Donc, il y a un biais structurel qui ne va pas s'effacer ou changer du jour au lendemain. Qui pour l'instant est encore bien, me semble, la barre est haute, voilà. Effectivement, pour que la BCE change de vitesse. Aux États-Unis, le taux de chômage a repris presque 1 point en un an. Ouais. En zone euro, 3, 4, on continue à baisser. Okay. Ça fait partie des argumentaires. Alors, si vous avez des petits signes que le plus dur pourrait être passé, sauf en Allemagne, sur le plan conjoncturel, voilà, je pense que ça peut alimenter pas mal de prudence encore chez certains. Quelque chose vous voyez quelque chose de synchronisé dans le mouvement de baisse de taux qui a déjà commencé. C'est ce que je rappelle à chaque fois. Des banques centrales périphériques, mais la Suisse, la Suède, la Canada est à sa 3e, etc. Mexique aussi. Enfin, je veux dire, il y a quand même déjà des banques des émergents, mais pas que. Je cite volontairement Canada, la Banque d'Angleterre, ils en ont des aussi, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc bref, est-ce que la Fed qui va rentrer dans le jeu, est-ce que le tempo de la Fed va donner le tempo pour l'ensemble du cycle de baisse de taux, ou est-ce qu'au fur et à mesure, on risque de voir de plus en plus de désynchronisation ? Alors, dans un premier temps, on est dans cette phase où tout le monde décélère. Pourquoi ? Parce que notre inflation n'est en tout cas plus le sujet principal. Ouais. Et que ça, ce phénomène de désinflation, il est, quoi qu'on en dise, assez global, assez général, et il se produit, j'allais dire, au même moment dans la séquence pour tout le monde. Alors, avec une différenciation émergent-développée, mais dans l'ensemble, je reprends ce que dit Véronique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans la phase où la désinflation est faite, elle est ancrée en grande partie sur le headline. Et les banques centrales ayant surmonté les taux à cette période-là ont toute marge de manœuvre pour en tout cas faire le premier pas du desserrement, alors même que les économies soit sont en train de décélérer, soit sont dans une situation plutôt complexe comme pour la zone euro. Donc il y a effectivement tout le premier pas de on décélère, on enclenche les uns après les autres, à quelques trimestres près, on est en gros dans la fourchette. Le deuxième sujet, mais qui est plutôt pour moi le sujet 2025 et la bascule de marché, pour l'instant le marché est qu'est-ce que font les banques centrales, à quel rythme, comment réagit la croissance. On sait à peu près que la croissance va décélérer mais ne va pas tourner en récession, que la désinflation va se poursuivre mais va être posée avec une problématique sur l'inflation corps et notamment l'inflation des services. Et donc que les banques centrales vont quand même maintenir cette approche qui reste prudente, qui est de faire le pendant de ce qu'elles ont fait. On monte très fortement les taux, on ne va pas non plus les baisser très fortement, parce que si derrière on n'a pas de scénario de récession forte et qu'on a en plus des services qui se tiennent, ça veut dire que les scénarios 2025, 2026 et après, c'est des croissances qui se reprennent avec une inflation qui a au final baissé à peu près aux cibles. Et donc, du coup, il faut garder encore des marges de manœuvre. C'est pour ça que les baisses de taux très agressives, faites BCE ou autres, dire on va aller rechercher tout de suite des niveaux de taux directeurs qui sont au niveau des cibles d'inflation, pas tout de suite, peut-être en 2025, mais pas maintenant. Le risque qu'il y a à être trop agressif et que tout le monde aille en même temps, c'est qu'en fait, on n'anticipe pas le coup d'après. Les banques centrales, on disait, typiquement, nos modèles montrent que la Fed a à peu près 1 an de retard sur sa stratégie. Elle aurait dû monter 1 an plus tôt, elle aurait dû monter moins haut. C'est un décalage d'1 an. Elle a un décalage d'1 an. Sauf que ce décalage-là d'1 an, il n'est plus le temps de regagner les marges de maintenance maintenant. C'est là où, si on devait valider les baisses de 50 BP, elle pourrait se valider en disant, il faudrait que la Fed fasse dans un temps très très court retrouver une normalisation de sa courbe. Sauf que ça paraît pas possible aujourd'hui, vu les stress de marché, vu les sujets. Donc ce qu'on a plutôt nous en tête, c'est des baisses graduelles pour s'assurer à la fois qu'on n'a pas la récession et qu'en même temps, on n'a pas cette problématique d'inflation qui est sticky et qui réapparaît assez vite. On coordonne tout ça. Mais par contre, moi, je suis encore plutôt favorable sur des choses graduelles et à des petits pas,
plutôt que des chocs forts, alors qu'on voit bien que la situation macro reste encore plutôt en fait favorable, avec le risque que ça se reprenne sur les moyens termes, pour le coup, 2025-2026. Sur les marchés, il nous reste quelques minutes. Jeanne, qu'est-ce qui vous paraît intéressant aujourd'hui? Où est-ce qu'on est encore confortable? Et surtout, qu'est-ce qui change? C'est-à-dire qu'on a vu quand même une volatilité des marchés obligataires qui se retrouve de plus en plus dans des marchés actions. Il y a eu l'épisode d'août, la semaine dernière de rentrée pour les investisseurs, où la vol action retrouve quand même un peu de dynamique. Au sein des marchés actions, il y a des rotations aussi. Les secteurs dont on parle aujourd'hui, c'est santé, c'est télécom, c'est plus forcément que l'IA en tout cas, c'est plus forcément les cycliques, J'ai l'impression etc. qu'il y a Donc il y a des choses qui bougent. Est-ce que c'est en profondeur ou est-ce que c'est des phases un peu comme ça, d'attente? J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui bouge, c'est que il y a pas mal de stratégies de leverage, enfin des stratégies, ça peut être de carry trade ou de stratégies short vol, qui sont nettoyées. Ouais. Et elles sont nettoyées durablement. C'est ce qui est très intéressant. Donc typiquement sur le yen, il montouille encore un petit peu, mais on voit bien, puisqu'on peut suivre, on suit nous les positions short, c'est fini. Les positions short sur le yen sont terminées et elles n'ont pas repris. Et il y a certains indicateurs qui montrent que la stratégie est beaucoup moins rentable. En fait, elle n'est plus assez. Parce que l'écart est plus assez. Bien sûr, voilà, bien sûr. Tout. Oui. Et puis, sur la vol, très intéressant, parce que pour être honnête, pendant les derniers mois, on était nombreux à être très surpris de voir une vol action à 12. Ben oui. On était là en se disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Voire moins, oui, non mais bien sûr. Enfin presque en moyenne bien à sûr, 12. Bien sûr, alors que le move sur le marché obligataire était toujours à 100, 150, voilà, donc, dans des niveaux stratosphériques. Maintenant, il y avait des positions short vol extrêmement importantes qui tenaient la vol en bas. Elles se sont débouclées quand le 5 août s'est monté, voilà. Intéressant aujourd'hui, effectivement, on est aux alentours de 20, ce qui n'est pas une vol très élevée, mais c'est une vol cohérente. Ouais. Donc je dirais que ça veut dire... On n'est pas revenu dans l'excès inverse. Non, exactement. Ça, je trouve ça intéressant. Nous, on regarde aussi sur les marchés d'actions des indicateurs d'exubérance. Alors, c'est intéressant parce que dans la remontée du mois d'août, ils sont remontés un peu, mais ils reviennent rapidement. Donc, on a quand même des éléments techniques qui sont beaucoup moins... comment dirais-je, étendu ou beaucoup moins, qu'ils ne l'étaient avant. Et c'est vrai que ce qu'on va regarder, alors on a pas mal parlé de la BCE, mais il y a pour moi un élément très important qu'on va... Alors j'ai écouté, voilà, et je me suis dit, le marché en ce moment nous dit 50% de probabilité pour la Fed que ce soit 25 et 50% que ce soit 50. C'est ça aujourd'hui. À peu près. Implicite dans le marché. Oui. Bon, donc je ne sais pas vers quel sens je penche. Pour la BCE, on est tous d'accord. Plutôt 25. Je pense que la Fed va peut-être libérer la BOE. La Banque d'Angleterre, là, les anticipations ne sont pas très élevées. Ouais. C'est presque l'inverse que la Fed. Ouais. Donc, on peut se dire, il y a peut-être de la marge de manœuvre pour que la Banque d'Angleterre en fasse un peu plus. Parce que aussi, économie très ouverte et attention au change. Je veux dire, si le dollar devait s'affaiblir encore un peu plus avec une Fed... L'inflation décélère. Oui. Mais je voudrais surtout insister sur un point, c'est que oui, l'inflation des services reste la clé, mais surtout en zone euro. Parce qu'en réalité... Mais elle a besoin de revenir à 2%, cette inflation des services, ou pas ? Mais le problème, c'est les salaires. Or, il se trouve que les salaires aujourd'hui, alors je vais faire une grosse approximation, aux alentours de 3,5-4, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. À peu près pareil, en termes de croissance. Sauf qu'aux États-Unis, vous avez de la productivité. Donc, 3,5... Aux États-Unis, c'est dans la cible de la Banque centrale. Oui. Ça permet d'avoir l'inflation à 2. C'est bon. Et donc, ils y sont. Alors que nous, en Europe, quand on est à 3,5 ou 4, on n'y est pas du tout. Et donc, la problématique et peut-être, je dirais, au-delà de la problématique, dans les hypothèses de la BCE, j'ai regardé beaucoup ce qu'ils prévoyaient sur 2025. Il y a une hypothèse assez sympa. Ils disent, en gros, la BCE dit qu'il va y avoir un retour de la productivité. Rattrapage, oui. Sacré retour de la productivité qui va venir absorber, parce qu'il ne faut pas d'hypothèse comme quoi les salaires vont décélérer violemment, mais qui va absorber une partie de la hausse des salaires. Et du coup, les marges des entreprises vont être tenues. Et là, je me dis...
je serais ravie, voilà, je serais très contente. C'est wishful, quoi. C'est un peu wishful thinking pour l'instant à ce stade. Quand on dit non, mais ils ont le droit de faire des hypothèses. C'est une hypothèse généreuse. Ambitieuse. En tout cas, il faut garder ça dans les prévisions qui tomberont cette semaine. C'est vraiment le point le plus important. C'est quoi une recommandation d'investissement là, qui vous a réuni chez Caleis 360, Véronique? Je sais pas, dans ces marchés un peu compliqués. Ces marchés compliqués où il nous semblait que l'un des sujets, des thèmes centraux pour les investisseurs, c'était la repentification de la courbe des taux. Ouais. Et ma contribution, ça a été d'essayer de disséquer cette repentification en disant attention, enfin en disant non, en constatant que durant les 3 ou 6 premiers mois de repentification de la courbe des taux, précisément, c'est pas du tout les cycliques et les valeurs qu'on a envie, qu'on imagine être portées par cette repentification, mais c'est plutôt, vous les avez notés, soulignés d'ailleurs, les défensives, la santé, les télécoms, les assurances, exactement, c'est une question de séquence. Ouais. Et l'un des gros sujets d'investissement, ça va être, est-ce que finalement on a les moyens aujourd'hui d'anticiper une vraie repentification de la courbe des taux? Et c'est pas un retour vers zéro, une vraie repentification. C'est minimum, un spread entre le 2 ans et 10 ans américain normal. 50-75 points de base. D'accord. À partir de là. À partir de là, c'est normal. À partir de là, on peut dire tiens, là il y a un élan cyclique. Il y a un cycle qui se met en place. Sinon, on est dans dans la zone grise. Et nous, on le met à zéro. Et on a quand même beaucoup de mal. Si on n'a pas de récession, de toute façon, ça repartira par derrière. Donc, attention, effectivement, et je pense que ça a beaucoup tourné autour de ces questions-là, les rotations sectorielles. On l'a vu, la pente des taux dicte un peu le rythme aujourd'hui sur les marchés. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Véronique Rive-Flores, économiste indépendante, présidente de RF Research, Léa Dauphas, chef économiste de TAC Economics, et Jeanne Asraf-Biton, directeur de la recherche et de la stratégie de BFT IM. Dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la rentrée et des enjeux de la rentrée pour les marchés globaux. On en parle avec Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie, à mes côtés en plateau. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Grégoire. Parlons de l'Europe et même spécifiquement de la France. Michel Barnier et les marchés. Alors c'est un peu la gourmandise de l'observateur quotidien des marchés. J'ai regardé si Michel Barnier, la nomination, avait eu une influence sur le spread. Je crois que non. Le spread ne s'est pas détérioré, il ne s'est pas amélioré non plus. J'ai l'impression que ce qu'on appelait à un moment les bond vigilantes, les investisseurs obligataires attentifs, vigilants, restent en position de vigilance vis-à-vis de la France. Oui, objectivement, c'est le moins mauvais des premiers ministres qu'on nous a proposé au cours des dernières semaines. J'exclus même l'hypothèse NFP. Mais voilà, donc Mais pour les marchés, d'abord, ça avait été un petit peu pricé, l'idée d'un centriste, centre-gauche, centre-droit. Et deuxième chose, on ne connaît pas encore le contenu de ce qu'il va annoncer, etc. Troisième chose, il y a la stabilité. Parce que là, maintenant, on est quand même dans une hypothèse sous la Ve République où on n'est pas du tout assuré qu'ils tiennent plus qu'un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Encore que le test du projet de loi de finances va être fondamental. Bien sûr, après, bien sûr. Sur le calendrier... Oui, s'il survit au budget... Oui. Après, c'est plus tranquille, a priori, quand même, parce peut-être. Je sais pas ce qu'il aura comme ambition. Tranquille. Je sais pas ce qu'il aura comme ambition. Il faudra qu'il fasse quelque chose pour le RN, ça c'est sûr. Sur l'immigration, la sécurité, ça c'est sûr. Mais disons que globalement, c'est pas mal. Alors c'est pas mal parce que le gars est quand même habitué des négociations. Non, il connaît bien la Commission européenne. C'est quand même. C'est pas inutile. C'est pas inutile par les temps qui courent. Il a 73 ans, alors c'est devenu un avantage maintenant parce que évidemment, il n'a pas grand-chose à perdre a priori. On est passé de si t'as 40 ans, c'est fini, à le retour des 73 quoi. T'as pu le remarquer depuis le 21 juillet, les 80. C'est râpé par contre. C'est ça, voilà, c'est ce que je dis. Il y a effectivement. 73 jusqu'à 80. Oui, après, parce que c'est un sacré coup de barre qui a été donné le 21 juillet au niveau mondial, je pense. On en parlera tout à l'heure si tu veux. Donc 73 ans, il n'a rien à perdre. Son patron aussi, Macron, se représente pas. Donc il a une certaine latitude. Alors c'est vrai que au primaire de 2021, il était quand même plutôt sur une ligne réformiste, ajustement des dépenses publiques, immigration, sécurité. Donc c'est pour ça qu'il a pour l'instant une neutralité bienveillante, entre guillemets, du RN. Alors c'est ça qui va être fondamental, à mon avis, parce qu'il n'aura rien à gratter à gauche.
Il va simplement devoir donner quelques gages à la gauche macroniste. Voilà, sans doute sur quelques aspects fiscaux, peut-être sur les super profits, sur le Dutreil. On parle de tout un tas de trucs. Et puis, pour le RN, il va falloir qu'il fasse quelque chose sur l'immigration et la sécurité. Et le RN est un petit peu en position difficile parce qu'il sait très bien que s'il le renverse par une motion de censure, s'il vote une motion de censure, après, on aura du mal à, quand même à ne pas avoir la gauche. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, Donc, tout à fait. Donc il y a un petit sujet quand même. Oui, il y a un revers quand même à la censure. Le RN n'est pas aussi libre. Confortable. Confortable. Ouais, j'entends. Voilà, donc c'est pas globalement par rapport à l'angoisse qui avait monté évidemment en juin-juillet, notamment après le résultat du deuxième tour des élections législatives où on pouvait craindre qu'une créature de LFI arrive comme chef de gouvernement. Là, c'est plus véritablement le cas. Voilà. Combien de temps on se donne, combien de temps les marchés, l'Europe aussi, les partenaires européens, comment ça peut se négocier tout ça? Bon, il y a la séquence budgétaire, est-ce qu'on va devoir consolider en 4 ans, 7 ans, etc. J'ai l'impression que c'est des droits quand même qui se gagnent. C'est pas automatique. Non, c'est pas automatique. C'est-à-dire que, la France est dans une situation où les partenaires n'ont plus envie de faire de chèques en blanc et de cadeaux à la France. Donc il faut gagner à chaque fois le droit de pouvoir consolider en 7 ans, oui, etc., absolument. etc. Mais néanmoins, ils sont réalistes. Ils savent que cette année, J'entends bien. On est à 5,5 encore. Donc, oui, on ne sera pas à 4, oui. Voilà. D'accord. Puis la croissance nominale est passée de 6,5 à 3,5. Voilà, le taux d'intérêt apparent a un tout petit peu monté, mais enfin quand même un petit peu monté, ce qui fait que l'écart entre la croissance nominale et le taux d'intérêt s'est considérablement réduit. Et avec un solde primaire à peu près à moins 3,2, moins 3,3, la dette publique en pourcentage du PIB ne peut pas se stabiliser. Donc il va falloir trouver, alors pour arriver à 3% en 2027, il faudrait 110 milliards ex post, c'est-à-dire qu'ex ante, il faudrait beaucoup plus. Donc, parce que ex post, évidemment, parce que si tu annonces un projet de loi de finances dans lequel tu réduis le déficit public de 2 points de PIB, en fait, tu ne réalises qu'à peine 1 point. Ouais, c'est ça. Tu as généré une pression récessive qui réduit les recettes fiscales et qui fait que ex post, tu as un déficit public plus important que ce que tu prétendais. Donc, au total, ça va être... c'est mission impossible, de toute façon, pour les 3%, mais même, ça va être très, très compliqué, comme rarement ça a été compliqué. Et c'est normal, puisqu'on a... une dette publique à 111, 112, ça on ne l'a pas eu depuis très longtemps, depuis 1945, et qu'on a des taux d'intérêt qui ne sont pas beaucoup remontés. Je parle du taux d'intérêt apparent. Ah oui, et lui bien qui sûr. compte, on va beaucoup remonter, bon, ils vont se stabiliser au bout d'un moment, mais voilà, on n'a plus les espoirs d'avoir des taux de refinancement proches de 0,5, en moyenne, à 0,5, 1. Il ne faut pas compter sur un retour de ces taux de financement demain ou après-demain. Alors là, c'est là où j'ai fait une divergence déjà avec pas mal de mes confrères, les gens qui ont tendance à considérer que le taux reste... Le retour à un état antérieur n'est pas impossible. J'exclus rien. Non, mais franchement, parce que nous, on avait prévu les taux d'intérêt négatifs en 2012 et les gens nous traitaient de cinglés, parce que les taux d'intérêt négatifs, les gens disaient que c'était pas normal. Moi, je dis si, dans la situation où on est, c'est la situation dans laquelle on est qui est peut-être pas normale, mais on n'a pas le choix. D'abord, ce qui compte, c'est le taux réel. Donc, si les anticipations d'inflation passent sous les zéros, ce qui était le cas, on était presque dans ce cas de figure après la grande crise de la dette souveraine européenne. On était en difficulté. C'est pas pour rien que le Japon réussit à garder des taux réels à moins 0,5 par exemple aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pays qui a le plus de dettes privées et publiques à refinancer, c'est le Japon. Et c'est à mon avis l'erreur un petit peu de la BCE actuellement, avec des taux réels à 1%, avec une croissance potentielle probablement 0,7, 0,8, pas plus, en zone euro. On est en difficulté. Quand tu vois l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne a fait 3 années. Zéro. Incroyable. Elle est au même niveau que 2019, que le début 2019. Oui, c'est ça. C'est hallucinant. C'est rare quand même dans l'histoire. Oui, ça c'est sûr. C'est rare dans l'histoire, donc on est aussi en grosse difficulté. Et puis l'avantage qu'on a pour le taux réel d'équilibre, si tu veux, c'est qu'on a une croissance potentielle plus faible et on a quand même un équilibre épargne-investissement plus favorable au niveau de l'épargne. Même si, hélas, on l'envoie aux États-Unis ou ailleurs. Mais ça, c'est encore un autre problème. Je ne sais pas ce que dit le rapport Mario. Alors, c'était ma question. Parce que sur l'Allemagne, c'est l'anecdote que je citais la semaine dernière, mais coup sur coup, en 24 heures, il y a quand même le PDG de Volkswagen, alors qui va fermer 1 ou 2 usines, mais qui dit « nous ne sommes plus compétitifs ». Enfin, je veux dire, c'est quand même des grands patrons allemands. Et derrière ça, même pas 24 heures après, le patron de Deutsche Bank qui dit « les Allemands ne travaillent pas assez. Il va falloir retravailler à nouveau plus ». Il ne s'est pas prononcé sur les Français. Parce que... Mais voilà. Mais ça m'intéressait que ce soit justement
effectivement deux patrons allemands qui, face à leur audience, face à leur public allemand, portent des messages aussi forts. Ouais, Draghi, alors j'ai pas lu les 400 pages et les 170 mesures, mais enfin, pour moi, c'est du Draghi dans le texte. Évidemment, investissement, il n'y a que ça qui sortira l'Europe de l'ornière et qui remettra l'Europe dans le match et lui évitera de sortir de l'histoire. Et puis derrière investissement, ça veut dire investissement en commun. Enfin bon... J'ai pas lu les 400 pages. Je suis sûr que les 170 mesures sont extraordinaires, très pertinentes, très ingénieuses, etc. Mais à la fin de la journée, c'est quand même toujours la capacité à se dire est-ce qu'il y a un bien commun européen ? Est-ce qu'il y a des actifs communs qu'on serait prêt à financer ensemble ? On l'a fait. On l'a fait dans une période tout à fait particulière, qui était Covid. Oui. Et hors période particulière, bien sûr. Voilà. C'est tout l'enjeu de ce rapport. On a fait de la mutualisation, enfin, un peu de mutualisation sur la crise gazière. Voilà. Donc, il faut des événements, quoi. Il faut des événements. D'accord. Et là, les événements... C'est sûr que Trump nous aurait... Enfin, si Trump est élu, ça va nous aider, entre guillemets, à réagir. Ouais. Parce que là, il va se passer quand même quelque chose. Ouais. Surtout qu'il gardera, de toute façon, quel que soit le Congrès, il gardera la politique de défense, la politique commerciale, la politique étrangère. Donc ça, c'est extrêmement important. Si c'est Kamala Harris, je crains fort que les élites politiques européennes... se rendorment. Ben, voilà, prononcent un lâche soulagement et donc continuent à roupiller bien gentiment, quoi. C'est pour ça que je dis que une victoire de Trump n'est pas une si mauvaise nouvelle. Non. Dans le moyen terme, j'entends. À court terme, ça va nous coûter. Et elle est toujours possible ? Ça remonte, on en discutait avant avec les invités d'avant. L'effet post-convention démocrate pour Kamala Harris n'a pas été si fulgurant que ça ? Non, mais alors, ce qui est extraordinaire, bon, d'abord, c'est la décision de Biden, puis ensuite, parce qu'avant, voilà, et puis l'adoubement du Parti démocrate en 10 jours. Ah oui. Le 2 août, on avait... Alors que c'était pas du tout évident avant. Non. Il y avait beaucoup d'opposition au sein du Parti démocrate. Bon, la convention de Chicago c'est assez bien passé. Et donc, elle a pris un assez bon colistier, je pense, avec Tim Walz. Pour l'instant, elle est à la pêche aux voix, on le voit bien. Hein. Un coup à droite quand elle critique les woks, mais d'un autre côté, un coup à droite aussi parce qu'elle dit sur la fracturation. J'ai peut-être été un peu trop loin en 2020, donc je reviens dessus, voilà. Et puis un coup à gauche, je vais aider les familles, même si ce qu'elle propose est complètement obsolète et puis en plus pas efficace, mais ça ne fait rien. Je vais contrôler un peu les prix de certains médicaments alimentaires. Je vais vous favoriser les jeunes, l'accession à la propriété, les jeunes familles pour une aide pour le premier enfant. Enfin, elle vise des trucs, même État par État. D'ailleurs, c'est intéressant, Pennsylvanie, elle est remontée, elle a égalité avec Trump. Ouais. La Pennsylvanie, c'est 13 millions d'habitants, ça envoie quand même 19 grands électeurs. Donc ça peut jouer. Géorgie aussi, elle est bien remontée. Elle est même... Donc il y a match quand même. Tu dis il y a match. Il y a match. D'accord. Là, alors qu'en juillet... Ah bah non, c'était dans plié. Un fauteuil. Bien sûr, c'était plié. Donc il y a match. Alors ceci étant, il ne faut pas que les partisans de Kamala Harris, qui sont archi-majoritaires quand même en Europe, ne doivent pas crier victoire tout de suite, parce qu'elle est largement en dessous du score de Biden dans les sondages, en 2020 par exemple. Voilà. D'accord. Puis ensuite, il y a la Chambre des représentants aussi. Oui, après, alors bien sûr. C'est 50-50 actuellement. Franchement, les sondages, c'est 2 fois rien. Et même le Sénat, on pensait que le Sénat, c'était foutu pour les démocrates, puisqu'il y a quand même 11 sièges républicains et 23 sièges, si je me souviens, 23 sièges démocrates. D'accord. Donc ça fait quand même un déséquilibre. Ah ouais. C'était plus compliqué, a priori, pour les démocrates. C'est pas complètement foutu non plus. Donc voilà, tout est ouvert, à la fois au niveau de la présidence et du Congrès. Sur les marchés, et comment ça se traduit quand tu dois émettre des recommandations d'investissement pour tes clients ? C'est aussi partie du métier, Jean-Pierre. Donc on voit une courbe de taux américaine, alors je parle des grands équilibres, qui se repentifie, qui même revient à zéro entre le 2 ans et le 10 ans. Est-ce que ça implique des changements profonds dans les stratégies d'investissement, sur les marchés actions, sur d'autres classes d'actifs ? Il y a la courbe des taux, mais il y a plein d'autres choses, en fait, fondamentalement. Nous, ce qu'on avait recommandé avant l'été, nos principales recommandations, c'était de revenir sur les govies, les obligations souveraines. La duration, high grade, govies, or aussi, parce que bon, voilà, on était long sur l'yen et puis on a arrêté. Voilà, on garde pour l'instant cette stratégie et sur les actions, on est plutôt défensif. On a réduit l'arbitrage gross value. Voilà, mais on aime en Europe, ce qu'on aime bien, c'est les trucs traditionnels, les foncières. Alors on croit à la baisse des taux, faut dire. Voilà, ça, si tu crois pas à la baisse des taux, c'est quand même difficile. La baisse des taux longs, c'est quand même un événement extrêmement important. Donc les foncières, les utilities, les services télécoms, les trucs. Proxy bonds, quoi. Ce qu'on appelle les proxy bonds. Les proxy bonds. Voilà. Plutôt ça, voilà. Et sur l'immobilier, comment tu vois les choses ? Alors que sur le marché boursier liquide, côté où ça va vite, où on anticipe qu'il y a un call à faire peut-être sur
ces segments-là, ok. Sur les côtés, ça va très vite. Dans la vie réelle, j'allais dire. Dans les côtés, ça va très vite. Comment on voit la séquence sur le marché immobilier, là? Ce qui est intéressant sur l'immobilier d'entreprise, d'abord on va commencer par l'immobilier d'entreprise, ce qui est intéressant c'est que la purge a été très importante. Hein. En 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, sur la grande couronne dans l'Île-de-France, hors Paris Intramuros, tu as quand même moins 30. Ouais. Je veux dire, sur la SCPI, en France, tu as moins 13. Wow, c'est quand même pas mal. Hein, et la prime de risque augmente. Alors après, sur l'immobilier de bureau, il faut faire attention parce qu'on confond l'immobilier d'entreprise et l'immobilier de bureau. Sur l'immobilier de bureau, il y a problème. Il faut un petit peu se calmer encore parce qu'il y a encore un taux de vacances assez élevé. Bon, il y a tous les contraintes liées au télétravail, c'est difficile à bien établir. Il y a les contraintes aussi liées aux normes environnementales qui sont pénibles, etc. Donc il faut peut-être un petit peu attendre. Mais moi, mon grand pari il y a 4 ans, c'était l'hôtellerie et ça a très bien performé. Ouais. Donc moi, je reste encore là-dessus. Sur la logistique, commerce, santé. Alors santé, attention, parce que c'était un truc qui a été suracheté. C'est de la croissance, hein. Ça c'est l'immobilier de croissance. Et faire attention oui, mais avec des valorisations de croissance, voilà, c'est ce que j'entends. Hein. Ouais, c'est rare pour un secteur comme ça, mais c'est vrai. Non, mais si, voilà, il y a ces segments-là. Ouais. Alors sur les baux résidentiels, ça va mieux, forcément, parce que les taux longs ont baissé depuis octobre. Hein. Ouais. On était à 3,60 sur l'OAT 10 ans au mois d'octobre. Là, on est à 2,90, ce qui fait que les taux moyens immobiliers sont passés ils ont baissé de 60 bips à peu près entre la fin décembre et la fin juin. Ils réagissent toujours avec un petit temps de décalage. On est passé donc de 4,20 à 3,60 et quelques, un petit peu plus de 3,60. Donc ça, forcément, parce que en fait, la baisse de l'immobilier, c'est dû à 95% au taux. Au taux, bien sûr. La durée des taux, la durée des prêts, ça n'a pas beaucoup changé. Le revenu disponible est resté en territoire positif, donc c'était pas trop le sujet. Donc ça, c'était un choc de taux. Le choc de taux, il est derrière nous. Donc on voit que la capacité d'achat moyenne remonte. Voilà, sachant qu'elle n'était pas trop déprimée non plus. La capacité d'achat moyenne remonte, les taux vont baisser encore, et le comportement des banques est un peu plus friendly. Sachant qu'il n'y avait pas trop d'excès, il n'y a pas eu d'excès d'offres avant, dans le cycle précédent, il n'y a pas trop de défauts dans les crédits immobiliers aux ménages en France, et que fondamentalement les taux sont à taux fixe. Donc fondamentalement, je trouve que dans les prochains mois, on devrait voir un rebond des prix immobiliers résidentiels, sauf si la politique s'en mêle. Bon, Bon, nouvelle séquence peut-être pour l'immobilier et ces marchés immobiliers. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, invité de Smart Bourse ce soir.